Bonjour, c'est Charles Berling. Le 12 juin, à Lille, s'ouvre un G500, un sommet citoyen. Ces sommets, ces centres de réflexion, ces rencontres sont particulièrement importants dans une époque où nous vivons des pensées raccourcies, où nous ne vivons pas ensemble des pensées critiques, où nous voyons la liberté de penser progressivement être rabotée. Nous avons eu la chance à Toulon d'avoir un G500, un sommet citoyen qui fut particulièrement passionnant. Je vous invite toutes et tous à participer en masse à ce G500 qui sera, j'en suis sûr, et je regrette de ne pas être avec vous, eh bien, un grand moment de partage, de convivialité et de pensée citoyenne. À très bientôt, merci à vous et je participerai au prochain. Au revoir, merci. Cher mon ami, voilà, aujourd'hui, notre terre, notre siècle, il est malade. Peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais pour moi, un peu de triste. Notre terre est très jolie, tout le monde, tout le pays, très très cher, très très joli. Mais nous, humains, faisons beaucoup de bêtises. Ou la liberté. Où trouver la liberté? Comment la liberté? Et pour tout le monde, les trois hommes, c'est où? Trois hommes, c'est mort. Trois hommes, c'est dormi, c'est dormi. Beaucoup de pays, beaucoup de pays, beaucoup de pays. Maintenant, nous sommes faire quelque chose. Révolution, révolution. Il faut avancer, 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 avancer. Pour tout le monde, changer la vie, changer position. La vie, c'est pas simple, mais c'est très joli, très joli. Écoutez une chose, je suis triste. Pourquoi nous sommes déjà 21e siècle? Pourquoi toujours la guerre, la guerre, la guerre? Premier siècle, juste maintenant, toujours la guerre, la guerre. Écoutez, dans le monde, beaucoup de livres. Regardez François Mitterrand, là-bas, beaucoup de livres, bibliothèques. Et en Chine, en Russie, États-Unis, même en Afrique, trop de livres. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas. Beaucoup de philosophie, comme de politique, comme d'artistes, comme de techniciens. Mais notre terre, pourquoi toute la guerre? La guerre, nous sommes maintenant pareils, conférence, nous avons souri. Mais l'autre côté, chaque minute mort quelqu'un, chaque minute mort quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est comme ça, il faut trouver une nouvelle solution. Nouvelle solution. Pas de guerre, pas de triste. Tout le monde, il faut égalité, égalité. Il faut partager. La vie, il faut partager. Il faut partager. Pas toujours. Moi premier. Moi premier. Moi premier. Comment moi, il faut partager. Moi et toi et moi, nous et vous et nous et vous et nous, moi et toi, moi et toi et moi, toi et moi, moi et toi. Partager, 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 partager. Ça, c'est la vie tranquille. Pas de la guerre, pas besoin, pas besoin, pas besoin, pas besoin. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. La vie, pensée, toujours très belle. Mais, une chose je vous dire, regardez, peut-être c'est une honte pour la civilisation humaine. C'est très triste. Mais il faut tout le monde penser bien. Il faut changer quelque chose. Voilà, comme ça. Bon, je vous souhaite, chers amis, je vous souhaite une bonne discussion. Je vous souhaite trouver beaucoup de nouveaux projets. Et vous souhaite trouver la nouvelle, l'amour. Pourquoi? Pour qui? Pour la liberté, pour la démocratie. Démocratie.
liberté, liberté, démocratie, démocratie. Vivre, liberté, vivre, démocratie. Cher Maï, cher mon ami, à bientôt, à très bientôt, à très très bientôt. Bisous. Ah, c'est ça, d'accord. Je suis séduite par ce beau message qui me parle, évidemment. Moi aussi, j'aimerais qu'on réussisse à renverser ce que l'on vit tous très très mal pour essayer d'apporter aux générations futures, et c'est avant tout à ces générations auxquelles je pense, un peu de stabilité, un peu d'envie d'entreprendre, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui... Moi, je mesure la souffrance de ces jeunes que j'ai la chance de rencontrer aussi toute l'année dans le combat que je mène. Et c'est avant tout mon inquiétude. Voilà, on a assisté à une réunion, à un atelier qui était très intéressant, et j'ai aussi encore entendu d'autres choses qui confirment tout à fait ce que je pense. Peut-être qu'on n'a pas intérêt à regarder en arrière, parce qu'on est toujours un peu tenté de se dire dans mon temps, où j'aurais bien aimé que... Puis en fait, c'est pas le bon message qu'on doit leur passer, puisque notre temps, on a essayé de le faire du mieux possible avec les armes que nous avions. Je ne crois pas effectivement qu'il y ait de meilleures ou de moins bonnes. Je pense qu'il y a des choses à construire tout au long de nos vies. Les vies sont courtes, et j'en suis témoin tous les jours, en étant beaucoup dans les hôpitaux, auprès de gens qui souffrent, et de gens qui se battent, de gens qui gagnent, puis de gens qui perdent. Et c'est vrai qu'il ne faut pas regarder derrière. En revanche, il faut arriver dans cette société avec nos bagages, des bagages que nous avons construits et qui peuvent être partagés avec ces générations. Donc je suis très fière, je suis vraiment très heureuse d'être à tes côtés et à vos côtés, d'être là et d'être spectateur, et peut-être de poser une petite pierre à mon tour pour que cette vie vers laquelle nous allons, elle soit vraiment meilleure. Et meilleure, on a tous envie de faire du meilleur, mais comment on s'y prend devant ces montagnes épouvantables qui me semblent tellement, tellement difficiles. Mais après, je me dis que j'ai dû franchir, moi, des montagnes avec des épreuves, et notamment celle de perdre ma fille, et puis d'autres derrière qui se sont enchaînées, qui étaient très, très, très violentes. Et puis, on est un peu mort comme ça pendant des années, parce qu'on n'a pas de repères, on a l'impression que de toute façon, on va mourir, puisque une partie de nous est morte. Et puis, chemin faisant, on s'aperçoit qu'il y a quand même, à un moment donné, donc ça a quand même pris beaucoup d'années, une toute petite flamme. Une petite flamme, un jour, je l'ai sentie, cette petite flamme, qui était au fond de mes tripes, au fond de moi, là où je m'étais refermée pendant des années, parce que j'avais plus de repères, parce que je ne savais pas, voilà, j'avais envie de mourir, hein, tout simplement. Et puis cette petite flamme, un jour, m'a donné envie de remettre mon nez dehors et de me dire, mais je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule d'abord à souffrir, je ne suis pas seule à avoir envie de continuer. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, j'ai fait ce que ma fille souhaitait faire, mener un combat pour que plus jamais les citoyens passent à côté des besoins des patients à l'hôpital. Et là, il s'agissait des dons de vie, de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, qui est le combat de l'association Laurette Fugain. Donc je mène ce combat depuis plus de 20 ans. Je suis fière de le mener, je suis fière d'avoir réussi à faire entendre des mots, des actes essentiels. Voilà, mon bonheur d'être là, il est avec tout ça. Et puis il y en a pour un moment d'ailleurs. Que c'est dur de parler derrière 3 ambassadeurs aussi emblématiques dans leur engagement. Et je suis fière également
Et aujourd'hui, c'est les femmes qui représentent les hommes. Donc, c'est que la société avance. Tout va bien, n'est-ce pas? Non, mais il y a toujours eu les femmes, parce que moi, j'ai eu l'impression que de tout temps, ce sont les femmes qui font avancer les choses. Et je continue de le penser. Ça me va bien. Bon, messieurs, Et ensemble, ensemble. Non, non, ensemble, ensemble. on n'a pas tort. Non, non, Donc, en tout cas, bonsoir à tous et à toutes, car effectivement, l'heure avance avec nos 2 tables rondes qui viennent de se dérouler en amont de cette séance plénière, qui va être également passionnante, et qui était consacrée à l'eau bien publique mondiale, et que, hélas, désormais, nos États se disputent, et à l'information, tout le monde s'est mis au fond, en fait, et à l'information, autre bien public en quelque sorte, objet lui aussi de la rivalité des États pour prendre le contrôle. C'était important, cette ouverture aussi sur l'international avec des témoignages passionnants, et j'y reviendrai dans quelques instants. Alors bienvenue à toutes et à tous à Lille, la capitale des Hauts-de-France et à bien des égards une ville phare de l'Europe qui accueille donc ce 3e sommet citoyen. Bienvenue aussi dans les Hauts-de-France, un vaste et beau territoire et des élus, il faut le dire, avec qui il a été très agréable de travailler pour avancer dans notre projet. Alors c'est un vrai bonheur pour moi de tous vous retrouver ici dans cette belle région que l'on décrit comme chaleureuse et humaine, et ça on a pu le tester à de nombreuses reprises ce midi, hier soir et dans tous les déplacements qu'on a fait précédemment. Une région et une ville où les grandes réalisations se pensent à l'échelle internationale, mais aussi dans la vraie vie quotidienne des citoyens et dans la proximité au plus proche du terrain. Et c'est un vrai bonheur également de tous vous saluer, et en particulier, j'espère ne pas en oublier, j'aimerais remercier Lena Chia, représentante du bureau de la représentation officielle de la République de Taïwan. On peut les applaudir, évidemment. Habiba Mejri Sheikh, ancienne directrice de l'information et de la communication de l'Union africaine et porte-parole au gouvernement de Tunisie. Mon ami maintenant, Abdoulaye Séné, président du Partenariat mondial de l'eau pour l'Afrique de l'Ouest, secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau, Dakar, Sénégal, très beau pays. Aliou Nifra Ndiaye, il est où? Il est là, on peut l'applaudir, réalisateur et directeur du complexe culturel Blomba de Bamako au Mali. Mursal Sayas, journaliste réfugié afghane, vous pouvez l'applaudir. Vous êtes fatigué, hein? Katerina Koroteska, ingénieure et membre du programme Ukraine à la Fondation de France, qui se cache derrière. On se demande pourquoi, Katerina. Pierre Mollager, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-France, qui devrait nous rejoindre tout à l'heure. Antoine Silani, vice-président de la région des Hauts-de-France. Michel Bisson, qui n'a pas lu son panneau sur le siège et qui s'est mis tout au fond, président de l'agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne, Sénart. Évidemment, notre maître à tous, il se reconnaîtra, Rodolphe Pesse, ancien député-maire de Valence, rapporteur de la loi sur le prix unique du livre. François Gros, maire honoraire du Coudray-Monceau. Évidemment, Christophe Levif, président de Becoming et fondateur de Garage, qui nous accueille durant ces 3 jours dans ce magnifique lieu. Et vous tous, parce qu'en fin de compte, un sommet citoyen, ça ne se fait pas qu'avec des invités, ça se fait avec des gens engagés, avec des personnes qui se battent au quotidien pour toujours plus de services, en fin de compte, aux citoyens. Alors, j'aimerais pas être trop longue, car ce sont des échanges et l'adoption de résolutions que vous attendez ici à Lille, et non des discours. Mais moi, j'aime bien les discours, alors j'aimerais toutefois remercier, et c'est pour eux que je prends la parole ce soir,
nos organisations et cofondateurs pour leur engagement sans faille autour de cette belle idée d'un sommet annuel de la société civile. Et je parle ce soir au nom de Monique Chevalier et Arnaud Chiche pour le collectif Santé en danger, de Katia Dayan pour les papillons de jour, d'Armel Lecoz et Paula Forteza pour Démocratie ouverte, Pierrick Courillot qui est là, qui se cache aussi, pour Handicap, République et Société, Annie Lévy-Mosiconacci pour Innovons pour Marseille Méditerranée. Merci également à Jérôme Posa et Laurent Sebag pour Amour de la justice. On aime tous la justice. Vous arrêtez d'applaudir à chaque fois. Et merci évidemment à Gilles Mentré pour Electifs. Alors nous ouvrons ce sommet citoyen dans un moment pour le monde et surtout la démocratie qui n'est pas banale, avouons-le. Nous ouvrons ce sommet citoyen dans un climat et des circonstances qui ne sont pas très loin de la crise mondiale, où il faut bien le dire, chacun est appelé et sera appelé à prendre ses responsabilités. En quelque sorte, et c'est mon sentiment et l'analyse de nombreux responsables, il faut bien mesurer que nos démocraties sont mortelles. Tout simplement mortelles, oui. Et au fond, c'est bien de cela dont il s'agit et dont nous allons traiter durant nos 3 jours. De la même façon que l'Europe pensait vivre sans système de défense qui lui soit propre et grâce à ce qu'on a longtemps appelé les dividendes de la paix, l'Europe a longtemps intégré l'idée que le développement du commerce mondial et la pénétration de sociétés par l'économie de marché garantissaient en quelque sorte l'avènement d'une société mondiale démocratique. Alors, avec un peu d'ironie, je dirais que ni les dividendes de l'économie, ni ceux de la paix ne nous ont protégés de grand-chose. Le monde d'aujourd'hui est un volcan prêt à entrer en éruption et partout, la démocratie recule, on l'observe tous les jours, du fait des États et de leurs dirigeants, bien sûr, mais plus inquiétant aussi du fait des peuples eux-mêmes, insatisfaits de la société que fabriquent nos démocraties. C'est pourquoi le moment est venu de redessiner les contours de cette démocratie, de la démocratie que nous voulons tous collectivement et celle que nous entendons léguer à notre jeunesse. Alors, les démocraties dans le monde sont la cible d'un double coup de boutoir. De l'extérieur, face aux empires et à l'excitation de la violence nationaliste. De l'intérieur, incapables qu'elles sont à répondre devant la demande croissante de citoyenneté directe. Alors voilà pourquoi ce soir, et c'est un peu l'introduction de la prochaine plénière, je veux faire le lien entre ces 2 périls qui guettent notre République. La tentation autoritaire, tout d'abord. Elle est partout présente sur la planète et prend même un air désastreux pour tous ceux qui pensaient que, par exemple, la plus grande démocratie du monde, comme on l'appelait, était à l'abri de ce risque. Et à l'heure où nous nous parlons, un président déjà suspecté, voire plus, je regarde le magistrat, j'essaye d'employer des mots, suspecté d'appel à l'insurrection et d'assaut contre le siège du Congrès de son propre pays, en vient à imaginer emprisonner un gouverneur, tout simplement parce qu'il lui tient tête et qu'il n'est pas d'accord avec lui, et cela en vertu contre la loi, tout simplement. Alors quel exemple consternant lorsque ce même dirigeant, le plus puissant du monde, en vient à menacer le chef d'entreprise le plus riche du monde et que chacun utilise son propre réseau social entièrement dédié à sa propagande. Dans tous les cas, le citoyen, on peut le dire, n'est qu'une minuscule chose dans ces batailles d'ego et dans le même temps, c'est l'état de droit qui recule. Une autre tentation, c'est celle qu'éprouvent de nombreux citoyens cette fois, parce qu'il y a une double responsabilité dans l'état du monde. Celle de basculer vers des systèmes autoritaires parce que la démocratie ne leur donne plus satisfaction. Parce que le système électif ne leur semble plus représentatif et surtout parce que les responsables qu'ils ont pourtant élus ne parviennent plus à les rassurer sur le monde tel qu'il va ou qu'ils vont laisser à leurs enfants.
Alors ces deux tentations, ces deux extrêmes, structurent avec force le débat mondial qui n'est finalement pas très différent de notre quotidien. C'est pourquoi nous ouvrons aujourd'hui nos rencontres par ces temps de réflexion sur l'état des démocraties dans le monde. Et dès demain, nous poursuivrons évidemment par l'élaboration de résolutions bien concrètes pour notre vie quotidienne en matière de mobilité, de santé, de handicap, de justice, de culture et bien sûr d'entreprise au service du territoire. Voilà, en quelque sorte, tout se tient. Les deux bouts d'une même problématique nous poussent à faire société tous ensemble et à élaborer cette grande plateforme programmatique qui est devenue le sommet citoyen. De l'idéal au réel, nos démocraties font face aux mêmes dangers et la délibération citoyenne en est en quelque sorte le talisman protecteur. Alors je ne vais pas être plus longue, je vais laisser après monter sur scène tous ceux qui vont nous éclairer. Mais je voulais tous vous souhaiter un excellent sommet citoyen et nous nous retrouvons évidemment demain pour les différentes tables sur les différents champs qui nous concernent tous. Et je compte sur vous également samedi à midi pour l'adoption formelle et collective des résolutions du sommet citoyen 2025. Merci à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Ludovic Deblois. Je suis auteur de romans d'anticipation et réalisateur du podcast Signalétique que j'ai fondé il y a quelques années après une vie d'entrepreneur. Je suis ravi d'être là parmi vous pour animer la conférence qui va suivre. Et comme le disait à l'instant Aurélie, en effet, notre monde est parfois effrayant, c'est peu de le dire. Des basculements en pagaille, des conflits qui nous obligent à revoir en permanence nos grilles de lecture, des problèmes complexes qu'il n'est pas toujours facile d'analyser. Vous parliez à l'instant de la démocratie. Il y a eu plusieurs fois à travers les siècles des débats sur faut-il une démocratie représentative, une démocratie participative. Souvent, et la plupart du temps, c'est la démocratie représentative qui a été retenue. Moi, j'aime bien faire une comparaison. J'ai quelque chose qui m'interroge beaucoup, c'est que, par exemple, on est dans la phase où on a peut-être le plus amélioré notre démocratie en termes de droits. Il n'y a plus de peine de mort. Il y a le droit des femmes qui a progressé, même si c'est insuffisant. Et pourtant, on ne se sent pas bien dans cette démocratie. Et j'ai souvent envie de prendre l'image de l'adolescence, en fait. J'ai l'impression qu'on est au stage d'adolescent, finalement, dans notre culture démocratique, et que maintenant, on doit passer à l'âge adulte, et que si on n'y arrive pas, en effet, comme le disait Aurélie, eh bien, on risque malheureusement d'effacer la démocratie. Et donc, comme ce problème est complexe, je suis très heureux de pouvoir accueillir autour de la table des intervenants qui ont des expériences riches dans différents pays, et que je vais demander de me rejoindre. Jean-Paul Aoury, s'il vous plaît. Bonjour. Également François Vulin, s'il vous plaît. Alioune Ifra Ndiaye, j'espère que j'ai bien prononcé votre... Ndiaye. Et excusez-moi, je prends un petit peu de temps parce qu'il y a eu quelques évolutions dans l'organisation de la conférence. Et Mursal Sayas, s'il vous plaît. Donc la conférence va se dérouler en deux parties. La première partie, nous allons parler justement des origines de ce basculement. Pourquoi la géopolitique actuelle a vrillé d'un seul coup. Pourquoi on est passé
d'une géopolitique qui favorisait la diplomatie à une géopolitique qui favorise la loi du plus fort. Et puis, dans un deuxième temps, nous essaierons de comprendre pourquoi les populations, les citoyens, ont un tel engouement pour les régimes autocratiques. De nombreux sondages montrent que la démocratie reste très attractive, mais dans le même temps, les personnes qui sont favorables à la démocratie trouvent que cette démocratie ne leur convient plus et sont prêts à basculer vers d'autres régimes qui sont pour eux la seule voie possible. Donc nous essaierons de comprendre les causes, mais surtout d'analyser des solutions pour voir comment mener le combat pour la démocratie. Alors pour commencer, j'aimerais me tourner vers vous. Vous êtes résident au Mali, vous êtes d'origine malienne, et j'aimerais avoir votre regard sur l'état du monde. Vous qui vous battez quotidiennement pour la démocratie, quel est votre regard? Bon, et merci. Je dirais que le monde a changé. Le monde est en train de changer. Ce n'est pas un petit changement, c'est un changement radical. Et très souvent, je le dis quand je prends la parole, je dis que l'humanité a évolué sur la base de 3 traditions. Le verbe, l'écriture et le numérique. Et aujourd'hui, nous avons entamé l'étape du numérique et qui donne la parole à tout le monde. Et l'habitant du fin fond d'un petit village du Mali, Mpessoba, s'il se connecte, il devient un centre du monde. Qu'il soit intelligent ou idiot, il a la parole et il parle au monde entier. Et donc, les technologies aussi ont évolué. Et de plus en plus, là où les accès étaient difficiles, on parlait de l'eau, accès à l'eau potable, même si on a souligné beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas, mais de plus en plus de personnes accèdent à l'eau potable. Mais de plus en plus de gens accèdent à une meilleure couverture sanitaire, etc., etc. Et les gens deviennent encore plus exigeants en termes d'amélioration de leur vie. Mais en même temps, excusez-moi le terme, il y a beaucoup d'idiots qui prennent la parole. Et donc ça fait que la démocratie, d'une certaine manière, a basculé parce qu'on vit une démocratie. Mais alors, n'est-ce pas le paradoxe? Parce qu'à un moment où on veut plus de démocratie, finalement, c'est là où le citoyen a le besoin de plus d'éducation. Ben oui, c'est là où le système a failli. Parce que, je le dis très souvent, il nous faut un univers symbolique commun. Et qu'on puisse sortir quand même des positionnements nationalistes ou ethniques et pour penser global. Penser global, il y a des enjeux, on va dire, très urgents qui nous attendent. La préservation de la planète, par exemple. Il y a 70 000 ans, on était moins de 1 million d'habitants. Aujourd'hui, on tend vers 10 milliards avec des modes de consommation que la Terre ne pourra jamais satisfaire. Donc, il y a ces enjeux qui sont là. Il va falloir que l'humanité, la société humaine évolue. Et c'est cette évolution qui est en phase de démarrage, mais ça crée une crise partout. Ça prend des formes différentes en Europe, dans les pays développés, mais dans les pays qui ne sont pas développés, la crise devient multidimensionnelle, sociale, économique. Vous voulez dire que vous êtes des précurseurs de la crise? Oui, en tout cas, les tables sont renversées et nous vivons quelque chose d'assez difficile aujourd'hui chez nous. Mais on dit que la table a été renversée, c'est des opportunités de nous réinventer. Et c'est ça qui est en cours partout. Maintenant, il va falloir qu'on se réinvente globalement, pas par pays, pas par continent, parce que les enjeux, ils ne sont plus nationaux, ils ne sont plus des territoires. Les enjeux sont globaux. Et c'est ça qui n'est pas encore pensé. Alors on va y revenir tout à l'heure, parce que vous avez beaucoup milité pour l'éducation citoyenne. Mais avant de rentrer dans ce sujet, Fabien Vuillens, donc vous êtes entrepreneur, vous avez une société de conseil en gestion des risques. Vous avez été l'un des premiers à aller sur le territoire ukrainien au démarrage de la guerre. Vous avez une connaissance des conflits, vous êtes régulièrement envoyé en mission par des organisations humanitaires pour justement rendre compte du terrain. Comment décririez-vous
quel est votre décryptage de la situation géopolitique actuelle? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans le monde? Merci de votre question. Alors effectivement, je pense qu'il y a, on assiste un petit peu à deux dynamiques. Une dynamique peut-être dans des États occidentaux, je dirais, où il y a une crise démocratique, j'allais dire, sur justement ces questions d'accès à la participation, qui ont pour tendance peut-être à effectivement, je dirais, pousser vers des extrêmes, par exemple, et je dirais un renfermement sur soi. Et puis parallèlement, on a également des États. Je pense, alors j'ai passé du temps au Mali et j'ai beaucoup d'affection pour le peuple malien. Et je pense à des pays qui aujourd'hui ont envie de peut-être tendre une main vers des pays comme la Russie, en fait, hein, pour créer des alliances et pouvoir résister en fait à des pays ou des États qui avaient une hégémonie affirmée et peut-être un petit peu trop, je dirais, poussée, comme on a parlé des États-Unis, hein, sur le monde, de manière à pouvoir aussi faire valoir leur voix, avec peut-être une frustration qui les pousse en tout cas à croire qu'elle n'a pas été entendue jusqu'à présent, et donc qui les pousse à aller vers, je dirais, voilà, des puissances ou des contre-pouvoirs, on pourrait dire, comme certains pays des BRICS, hein, tout simplement. Et donc, le paradoxe, c'est que finalement, dans les deux cas, en fait, on a une insatisfaction citoyenne, d'un côté qui va pousser vers le renfermement, et de l'autre côté qui va pousser vers l'ouverture finalement, mais en opposition aux États hégémoniques peut-être traditionnels du XXe siècle. Et alors, est-ce que vous avez pu être témoin d'actions de ces États hégémoniques qui sont justement parfois à l'origine de l'affaiblissement de la démocratie, qui est leur adversaire à abattre? Est-ce que vous avez été témoin? Et si oui, qu'est-ce que vous pouvez nous partager comme action de la part de ces régimes? Alors, si on parle des États hégémoniques, moi je pensais à des pays comme les États-Unis, comme la France, etc. Non, moi ce que j'ai pu voir, notamment en Afrique. Ouais, oui. Non, je parlais pardon des États, quand vous disiez que le des Mali pouvait s'allier avec la Russie. Eh bien, non, moi je pense que, alors pour avoir vu ça sur le terrain depuis 2018 en Centrafrique notamment, je pense que par exemple la Russie a fait un très bon travail, que la France a complètement raté en termes de remontée d'informations, de compréhension aussi de ce qu'il se passait d'un point de vue contextuel sur le terrain, notamment parce qu'il y avait une volonté aussi de protéger, je dirais, comment dire, j'allais dire les envoyés, les diplomates, et puis certaines personnes envoyées par la France dans ces pays-là, qui n'avaient pas forcément la possibilité de voir ce qui se passait sur le terrain. Et donc on a pu effectivement assister à une montée en puissance je dirais, de la Russie dans ces zones-là, par aussi effectivement ce qui a été évoqué, hein, de la désinformation, notamment via les réseaux sociaux, tout simplement, effectivement. Moi je me rappelle au Mali en 2019 des manifestations pro-Poutine. Alors que j'étais à Mopti, moi j'habitais à Sévaré au Mali, et des gens qui n'avaient pas les moyens de manger tous les jours avaient des panneaux de la tête de Vladimir Poutine en couleur avec marqué Poutine est notre sauveur. On était en 2019. Quand on regarde ce qui s'est passé sur la suite, on voit que effectivement on a mis du temps à comprendre ce qui se passait. Ce qui est un petit peu triste, c'est qu'aujourd'hui dans ces pays-là, et je pense notamment pas qu'au Mali, hein, mais au Burkina Faso également, par exemple, la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée pour les populations. Et encore une fois, en fait, c'est les populations civiles qui pâtissent de la situation provoquée par ces États. Et alors, face à cette désinformation dont vous parliez, ou cette propagande, quelle était la réponse des démocraties en face? Absente. Moi, je me rappelle, alors pour une petite anecdote, je peux le dire maintenant parce que ça fait longtemps, j'étais le premier à découvrir que Wagner était en Centrafrique. J'étais là, on nous avait présenté Wagner comme étant, c'était des militaires, instructeurs militaires, hein, envoyés par la Russie. Un peu surprenant parce que moi j'allais à l'hôtel Ledger de Bangui où je croisais souvent le président Touadéra qui était escorté, protégé par des blancs qui parlaient russe. Voilà, donc c'était un petit peu surprenant. Je me rappelle être allé me renseigner, j'ai découvert que c'était Wagner, je l'ai dit dans une conversation que j'ai pu avoir à l'époque avec quelqu'un de l'ambassade de France, qui m'a dit mais non, tu rigoles, pas du tout, c'est pas possible. Et donc il y a eu un déni comme ça, y compris en 2019, j'étais au Tchad, je parlais avec quelqu'un de l'ambassade qui me disait mais non, la Russie c'est temporaire, ça ne peut pas avoir d'emprise, et je dirais même une certaine arrogance, hein, parce que je me rappelle des propos qui étaient mais Fabien, on est la France.
oui, mais en fait, aller sur le terrain et voir ce qui se passe aurait permis de comprendre ce qui était en train de se jouer avec les populations, de se jouer du côté des Russes, et aurait permis, je dirais, encore une fois, pas d'un point de vue impérialiste français qui voudrait garder la main mise sur ces pays-là, mais plutôt pour le bien-être des populations. Et donc on a laissé la situation s'envenimer, et on voit où on en est aujourd'hui. Et est-ce que vous pensez que cette autocritique, elle est en train d'être faite, et cette analyse, ou vous pensez qu'on est toujours aussi loin du constat ? Très honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait une autocritique pour une raison simple qui est le mode de fonctionnement des institutions et la protection aussi de certaines personnes qui sont en poste. Donc ça reviendrait à... J'ai vu récemment une critique de l'ancien directeur du renseignement militaire à l'encontre de Macron, par exemple, sur ce qui s'est passé en Afrique. Moi, je me rappelle avoir rencontré des gens de la DRM, donc du renseignement militaire, quand j'étais au Tchad. J'étais parti pour une ONG française faire un tour sur le bassin du lac Tchad, voir des zones qui avaient été attaquées par des groupes djihadistes. Et quand je suis revenu, je me rappelle effectivement de la réponse et de l'arrogance de ces gens de la DRM qui, de toute manière, circulaient tous les 3 mois ou 6 mois maximum dans des pays, donc ils n'avaient pas le temps de se familiariser avec ces pays-là. Et ensuite, il y a une protection, je dirais, de la chaîne qui fait que, à un moment, si on remet en question la manière dont on a procédé, ça veut dire qu'on est en train de remettre en question aussi les décideurs de l'époque, ce qui pose forcément problème à un certain moment. Donc je ne pense pas qu'il y ait je dirais, une réelle autocritique. Et je pense qu'au contraire, on contribue à continuer d'envenimer un petit peu la situation avec des États tels que le Mali ou d'autres qui se sont orientés vers une autre option. Alors récemment, un Britannique dont je ne me souviens pas le nom, mais qui est dans votre domaine d'activité, disait, moi, ce qui me fait peur, c'est pas que la Russie attaque un pays européen, c'est qu'elle investisse un tout petit bout d'un pays pour après montrer que l'OTAN ne va pas réagir et donc démonter un peu cette solidarité européenne. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Alors, je veux être prudent quand même parce que on parle de choses très sérieuses. Alors, il y a eu déjà certains faits. Il y a eu un missile qui a été tiré sur la Pologne au début du conflit. Alors, il y a eu des versions différentes. Une version qui disait que c'était finalement un missile ukrainien qui malencontreusement était parti sur le territoire polonais. Il y a quand même toujours eu le doute sur le fait que ce soit plutôt un missile russe et que tout a été étouffé de manière à ce que justement on ne puisse pas ensuite invoquer certains articles de solidarité d'un point de vue de la défense. J'avais parlé avec des gens qui étaient à l'époque, donc en 2022, quelques mois après le début de la guerre en Ukraine, de l'état-major français qui supervisait un petit peu ce qui se passait, qui m'avait dit on aurait pu comprendre la manière dont les Russes allaient se comporter. On y serait allé, ça aurait été réglé en 3 semaines, les Russes seraient, je dirais, partis, mais on avait une telle, je dirais, croyance sur la puissance de militaires russes qu'on n'a pas osé y aller, et puis après c'était trop tard en fait. Donc est-ce qu'ils pourraient faire ça ? Je pense que, alors encore une fois, il faut prendre en compte qui est à la tête du pays, et je dirais la Russie de Poutine, j'aime bien prendre ça en considération quand je parle d'un pays. Effectivement, je pense que la Russie de Poutine pourrait tout à fait vouloir tester certaines limites. Cela étant, d'un point de vue réaliste, quand on voit l'état de la Russie actuelle et je dirais la capacité de Vladimir Poutine à pouvoir justement se lancer sur ce genre de nouveau front, je pense que c'est assez peu crédible parce qu'il y a déjà assez à faire avec ce qu'il a entamé en Ukraine, surtout en ce moment avec la tentative de médiation, notamment américaine, etc. Merci. Alors, je voudrais me tourner maintenant, on reviendra bien sûr sur ces aspects géopolitiques, mais je voudrais me tourner maintenant vers Mürsal Sayas. Vous êtes afghane, réfugiée en France, journaliste et militante pour la défense des droits des femmes et des droits humains. Vous avez créé une association en Afghanistan. Et vous êtes l'auteur de « Qui entendra nos cris » aux éditions de l'Observatoire. Et c'est un livre qui recueille des témoignages de femmes afghanes victimes de mariages forcés ou de violences conjugales. Je dois dire que j'étais très ému de votre parcours parce que je pense qu'on peut le dire ici, vous avez quitté votre pays en laissant vos 2 enfants et votre mari et vous menez votre combat depuis la France. Et je pense que votre témoignage va être très riche pour nous.
quelles sont selon vous, alors déjà est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire et nous dire quelles sont selon vous les raisons de ce basculement rapide et puis aussi de l'attractivité d'une partie du peuple afghan pour plus d'autoritarisme dans votre pays? Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je veux dire, peut-être c'est une des premières de mes conférences en français. Donc peut-être vous allez entendre beaucoup mal conjugaison et les articles quand même. C'est vrai, je suis arrivée en France en 2021, en août, après la chute d'Afghanistan par les talibans. Comme vous avez dit, j'ai écrit le livre qui entendra nous crier ici, qui inclut les récits, les violences contre les femmes en Afghanistan. C'est les récits que j'ai reculés quand j'ai travaillé avec la Commission des droits de l'homme en Afghanistan dans le département pour les femmes, droits de femmes. Donc, il y a une petite partie de mon parcours aussi, si vous êtes intéressé. Je suis ici, c'est un résultat du régime totalitaire. C'est ça. Mais je pense que j'ai oublié votre question, c'était très long comme... Vous étiez en Afghanistan au moment où tout a basculé. Comment est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé et comment vous analysez l'attractivité, la séduction de ce régime et l'attractivité d'une partie du peuple en fait? Vous avez dit, premièrement, vous avez dit que c'était très rapide, mais d'abord j'ai pensé aussi la même chose comme les autres gens qui la chute d'Afghanistan était très rapide et soudain, mais comme dans les presque 4 années que j'ai pensé beaucoup de ce sujet et j'ai écrit beaucoup les articles et les livres et j'ai observé les politiques et diplomatie de la monde, maintenant je pense que c'était pas soudain, c'était très organisé, c'était très planifié. Ça fait plus que 20 ans qu'en Afghanistan, il a imposé les présidents sur nous, les élections qui n'étaient pas vraiment honnêtes et pas très claires tout le temps. Nous avons 3 présidents qui tous étaient imposés par les étrangers et plutôt par les États-Unis sur nous. Donc, on était obligés d'accepter ces présidents qui... Les deux étaient, il était 10 ans, les deux étaient 10 ans sur la tête d'État. Et dans tous ces termes de présidentiel, il était avec les talibans. Il plaidoyait pour les talibans dans 20 years. Il plaidoyait par les talibans et il donnait les pouvoirs par les talibans. En Doha, quand c'était les accords de Doha, et les politiciens, c'était les talibans, mais on n'était pas là-bas. Les femmes, les organisations de droits de femmes, droits de l'homme, tout ça, on n'était pas présents là-bas. Donc, c'était un accord entre les États-Unis, entre NATO et les talibans et aussi l'État. Donc, c'était très organisé. Ce n'était pas quelque chose de soudain. On est maintenant toutes et tous d'accord en Afghanistan sur ça. Après, pour la deuxième partie, je ne pense pas que les gens sont très d'accord avec les régimes totalitaires en Afghanistan et ils n'acceptent pas les talibans partout. Peut-être qu'il y a une minorité ils ont les intérêts avec les talibans sont ils parlent intérêts ethnicité ou intérêts linguistiques ou les autres et les pouvoirs. Mais surtout, je pense maintenant les gens en Afghanistan ils sont très fatigués de ce régime et parfois j'entends par les gens comme je travaille pour un radio maintenant et je suis toujours en contact avec les gens en Afghanistan, ils pensent s'il était un autre dictateur, peut-être il peut enlever les talibans. On peut dire pour fuir d'un régime totalitaire ou régime comme les talibans, ils voudraient un autre, mais ils ne savent pas les conséquences. C'est quoi les conséquences? C'est plus horrible. Maintenant, on est avec les talibans et s'il y a une autre guerre, beaucoup de gens vont mourir, beaucoup de gens vont perdre ses proches, ses relatifs, sa vie pour ça. Donc, je pense que les gens savent maintenant que la démocratie,
c'est mieux pour améliorer ses vies, ses choix. Même parfois, quand les gens pensent que la démocratie, c'est une menace pour ses valeurs traditionnelles ou valeurs religieuses. Et avec tout ça, ce qui passe maintenant en Afghanistan, qu'ils ont un régime très extrémiste, ils sachent que ce n'est pas possible avec ça. Et les démocraties peuvent l'aider avec avoir ses choix ou ses valeurs. Donc, si je résume ce que vous dites, donc c'est un plan vraiment pensé à l'avance, minutieusement préparé, une faillite de la démocratie et en plus une démocratie imposée par d'autres, donc avec une peur du peuple à perdre ses valeurs, ce qui nous ramène à de l'actualité dans de nombreuses zones géographiques finalement. Est-ce que ça vous a frappé, ça, quand vous êtes arrivé en France, de vous dire, mais finalement, ça se passe dans beaucoup d'autres régions du monde, ces menaces extérieures et en même temps ces faiblesses de la démocratie à se défendre? Exactement. Dans les 3 ou 4 années passées, j'ai pensé à ça beaucoup parce que je pense que la chute d'Afghanistan après la guerre en Ukraine, après les révolutions en Iran, après la situation en Gaza, tout ça, c'est vraiment enchaîné avec chacun parce que c'était pas que Afghanistan, maintenant c'est tous dans le Moyen-Orient aussi et aussi c'est un peu proche de l'Europe maintenant, c'est Ukraine qu'on le voit. Donc c'était pas que pour Afghanistan, c'était une plan, c'était comme un puzzle les grands puzzles de la monde. Merci pour cette réponse et votre témoignage. Nous reparlerons ensuite de votre regard sur la façon dont on peut protéger la démocratie. Je voudrais me tourner maintenant vers Jean-Paul Jouary. Vous êtes philosophe et auteur de nombreux ouvrages. Je vais en citer un, La parole du mille-pattes, difficile démocratie, aux éditions Encre Marine. Vous nous direz d'où vient ce mille-pattes. J'aimerais avoir votre regard de philosophe justement sur la situation géopolitique. Puis vous avez été quelqu'un de ce que j'ai lu de votre parcours très engagé politiquement à un moment de votre vie. Et quel est votre regard sur le changement du monde? Oui, alors la parole du mille-pattes, parce que ça intrigue. Non, c'est parce que j'enseigne aussi en Côte d'Ivoire et qu'il y a un vieux proverbe ivoirien qui dit c'est grâce à sa bonne parole que le mille-pattes réussit à franchir le champ fleuri de fourmis. Je traduis. Si le mille-pattes fonce dans le champ de fourmis, il se fait manger. Mais comme il s'est dialogué, il a réussi à survivre. C'est donc un éloge de la parole traditionnelle, ce que là-bas on appelle le tukpe, l'équivalent de l'Ubuntu d'Afrique du Sud. Voilà. Alors, comment je vois ça? Alors déjà, quand on parle de démocratie, visiblement, il y a une crise. Alors philosophiquement, on est obligé de distinguer deux choses dans la démocratie. Il y a les droits personnels et les droits citoyens. Et ça, je pense que tous les peuples, ceux qui les ont, veulent les garder, et ceux qui ne les ont pas sont prêts parfois à mourir pour les obtenir. Cette idée de la démocratie, au terme des droits personnels, n'est pas en crise. C'est un combat, toujours. Et il y a le deuxième aspect de la démocratie. Démocratie, ça veut dire pouvoir du peuple. Et c'est la façon de transformer toutes ces libertés individuelles en pouvoir de décision collective. Et ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est en crise. Alors, une chose qu'on ignore souvent, c'est que la démocratie, d'abord, elle a vécu partout sur Terre avec la tradition des palabres. On se met autour d'un arbre ou sur un pré, sur l'herbe douce, comme au Rwanda à l'époque, et on discute pour décider ensemble. Et quand on a décidé ensemble, ça se réalise. Voilà. Quand à Athènes, en Grèce, il y a 26 siècles en fait, la démocratie est reconstruite institutionnellement, ce qu'on oublie toujours de dire, c'est qu'il était interdit pour les démocrates d'élire au suffrage universel ceux qui auraient le gouvernement. C'était tiré au sort. Pourquoi? Il y avait un raisonnement. Si je suis élu, on m'a choisi pour moi. Si on m'a choisi pour moi, on me fait confiance. Si on me fait confiance, je vais décider. Et donc, dans l'Antiquité, en Grèce comme à Rome, jamais on n'a élu des dirigeants. On votait sur les décisions. Bon. Au moment de la Renaissance italienne, il y a à nouveau des républiques et des démocraties, des cités en Vénétie, en Toscane. Et le grand débat, c'est les aristocrates veulent élire les dirigeants au suffrage universel
Et les démocrates disent non, tirage au sort. Quand on arrive à la Révolution française, la grande révolution démocratique française, ça commence pareil. Hein. C'est les comités, les constituantes. Et puis arrive le milieu de la Révolution, où l'Abbé Sieyès publie un livre, Qu'est-ce que le tiers-État, où il a cette phrase dans ce livre, la politique est une chose trop importante pour la laisser au peuple, il faudra en faire une profession particulière. D'où cette idée que la démocratie consiste à élire des gens qui décideront à notre place. Autrement dit, il y a une contradiction avec le sens du mot. Il y a un philosophe que je voudrais citer parce qu'on ne le connaît pas assez et que je trouve génial en pensée politique, c'est Claude Lefort, qui est mort il y a une vingtaine d'années et qui a publié en 1986 un livre qui s'appelle « Essai politique ». Je donne souvent à mes étudiants un extrait de ce livre, et sans leur donner la date, et ils croient que c'est un texte paru dans un journal d'aujourd'hui. Ce qu'il nous dit, voilà, il nous dit la démocratie, c'est la fin des certitudes. La démocratie, par définition, il n'y a pas de vérité avant, puisqu'on va voter et c'est nous qui allons décider. Avant, c'était Dieu qui avait fait le pouvoir, ensuite c'était la nature qui avait fait les riches et les pauvres, et donc les riches qui devaient gouverner. Avec la démocratie, il n'y a plus de certitude. Et le peuple est très fier de décider lui-même. Et tout va bien, sauf si, ajoute-t-il, il y a un sentiment d'insécurité, crise économique, menace de guerre, et que les partis politiques ne se trouvent impuissants à résoudre les contradictions. Que se passe-t-il alors? Eh bien, il y a des peuples qui se sentent en insécurité dans la démocratie parce qu'elle n'est pas démocratique. Et donc, il nous dit, voilà, se développe. Écoutez bien, c'est incroyable. Le fantasme du peuple un. Le vrai français, le vrai américain, le vrai allemand, le vrai polonais. La quête d'une identité substantielle. On est chez nous, hein, voilà, identique à soi-même. Un corps social soudé à sa tête, d'un pouvoir incarnateur. On y est. 1986. Alors lui, qui était à la fois anti-nazi, résistant, et anti-stalinien, alors qu'il était marxiste, il analysait, il y a 40 ans, la tentation totalitaire, non pas contre la démocratie, mais qui peut naître de ce que la démocratie a de plus précieux, justement, l'absence d'une vérité au-dessus, même si aujourd'hui on a des experts partout qui vont jusqu'à nous dire qu'il ne faut pas voter puisque le peuple n'a rien compris. Et le peuple les a élus, donc si le peuple est idiot, voilà. Donc il y a cette crise de la démocratie représentative. Pourquoi? Parce que, dit-il dans le texte, il y a un sentiment de dépossession. On a voté pour quelqu'un, pour quelques-uns, quelques-unes, pour des idées, pour des programmes, et on s'aperçoit que de plus en plus vite, ces personnes sont minoritaires. S'il y avait élection aux États-Unis aujourd'hui, Trump, de toute façon, il prendrait une veste. Mais en France, chaque président a battu le record d'impopularité la plus précoce. Dans toutes les enquêtes, de plus en plus impopulaire, aussitôt avoir été élu. Pourquoi? Alors, il y a deux phénomènes qui en résultent. Là où on a le droit de vote, là où on a le droit d'expression dans les démocraties, ce qui se développe, c'est un, l'abstention. Ça ne sert à rien de voter. Moi, je ne vote plus. Tous pourris, tous pareils. Et la deuxième chose, ce sont des votes pour des partis qui, ouvertement, sont contre la démocratie, contre les élites, contre les fonctionnaires, contre les artistes, contre les cultures. Voilà. Et ça se passe où? En France, d'abord, il faut commencer par soi. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne me sens pas en sécurité en France. Je fais tout ce que je peux, comme tous ceux qui sont ici, j'imagine. Mais on est pas mal, hein? La Suède, la Pologne, la Hongrie, les États-Unis, l'Argentine, etc. Enfin, ça commence à faire beaucoup de pays. Et là où ça n'est pas encore, comme l'Espagne, le Portugal, etc., la Belgique, ce qui monte, c'est l'abstention et les votes d'extrême droite. Et donc, ce que nous dit Claude Lefort, c'est très profond, ce n'est pas anecdotique. C'est que tant qu'il n'y a pas un mouvement citoyen qui se traduise politiquement, et des institutions
qui assure absolument une libre représentation et la possibilité pour le peuple de reprendre la main. Eh bien, il y a quoi? Des explosions, on a eu les gilets jaunes, un tas de choses comme ça. Bon. L'abstention, et sans avoir besoin de faire campagne, la montée, effectivement, un besoin, un souhait, un amour pour l'autoritarisme. Je pense que Claude Lefort avait compris et que malheureusement, aujourd'hui, ceux qui sont susceptibles politiquement d'y faire barrage n'ont toujours pas compris. Alors, dans un monde de plus en plus financiarisé, aujourd'hui c'est quand même la finance qui guide une partie des choix géopolitiques du monde. Au début du XXe siècle, il y avait eu ce fameux débat entre Lippmann et Dewey sur qu'est-ce que la démocratie. Soit c'est adapter le peuple à un progrès défini par une élite, soit c'est le peuple qui réfléchit au progrès dans une démocratie participative. C'est le premier choix qui a été fait et qui a entraîné justement cette libéralisation, la fin des banques aussi souveraines. Est-ce que vous pensez que cette révolution elle est possible dans ce contexte de financiarisation? Moi, je pense que tout est possible si les citoyens le veulent. Il y a tellement de régimes qui duraient depuis longtemps et qui se sont écroulés en une semaine, un mois, 2, 3 mois. Non, non, non. Le peuple, je pense que la Boétie, ce jeune philosophe de 19 ans qui est mort très jeune hein, au XVIe siècle, avait tout compris. Si le pouvoir est fort en haut, ce n'est pas parce qu'il est fort, c'est parce qu'en bas, c'est faible. Ce sont les peuples qui, dit-il, adoptent une servitude volontaire. C'est toujours les citoyens. C'est nous tous et les autres autour qui sommes responsables. On a les dirigeants qu'on mérite en tant que peuple. Et donc le vrai problème, c'est pas est-ce que c'est possible ou non, c'est qu'est-ce qu'on fait. Pour moi, c'est la seule question. Et bon, j'ai pas mal écrit, travaillé sur la philosophie politique. Je pense que ce que j'ai entendu cet après-midi ou ce que je viens d'entendre, etc., c'est un sentiment qu'ici nous partageons, mais il est loin d'être majoritaire. Hein. Il est loin d'être majoritaire. Et je pense que pour ce qui est de la France, nous avons, on l'ignore beaucoup, nous avons les institutions dans les pays comparables les moins démocratiques du monde. On est le seul pays où le président peut dissoudre le Parlement, où on peut adopter une loi au Parlement en contradiction avec l'ensemble du peuple, mais même sans vote, sans débat, en disant « mais le peuple n'a pas compris ». Et on appelle ça une démocratie. Je pense que la crise actuelle, c'est une crise d'insuffisance démocratique. Et il n'y a pas d'autre solution que le développement de la citoyenneté active. Et ça suppose beaucoup de débats, chacun autour de soi, et des organisations et des associations pour éveiller, parce que les peuples, ils se retrouvent le lendemain avec, comme on dit, la gueule de bois. Pensons à l'Allemagne qui était un des pays les plus démocratiques et les plus cultivés du monde. Hein ? Alors, on a évoqué la géopolitique actuelle, mieux se défendre dans cet environnement-là, et à l'instant, vous venez d'évoquer le besoin de transformer notre démocratie. Alors, je voudrais qu'on reste un petit peu sur l'aspect de se défendre. Fabien Vullins, quelles sont les menaces que nous devons contrer et qu'est-ce qu'il faudrait changer dans notre démocratie, dans nos sociétés, pour contrer toutes les menaces? Merci. Alors, tout d'abord, je pense que ça va rejoindre un certain nombre de points qui ont été abordés. Je pense que c'est la désinformation. Et je pense que ça, c'est le numéro 1, parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde peut effectivement dire n'importe quoi à tout bout de champ. Et, je pense notamment avec aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle à ce qui peut être généré avec ce qu'on appelle des deepfakes qui peuvent prétendre être une représentation d'un événement, un endroit, etc. Et malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, effectivement, alors ça demande un peu de travail, effectivement, c'est là où il y a une responsabilité citoyenne, à mon sens. On se doit d'aller, recouper les informations qui circulent quand on voit le nombre d'informations qui circulent. Et je pense que ça, c'est... alors je ne sais pas si on peut classifier, mais en tout cas c'est une menace qui est très 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 importante. Et derrière cette menace, il y a la tentation effectivement de rapidement sombrer par simplicité en allant adhérer à des idéologies qui sont, je dirais, radicales. Donc pour moi, c'est vraiment, ce serait la plus grosse menace. Et en parallèle, je vais quand même ajouter
Je pense que les deux vont ensemble. Il y a aussi l'éducation citoyenne. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas assez d'éducation citoyenne concernant justement le traitement des informations, la responsabilité d'un citoyen dans un état de droit, ce genre de choses-là. Oui, mais comment fait-on? Parce que si on prend par exemple ce qui se passe sur les réseaux sociaux, récemment, là, j'observais des propagandes. Les citoyens français, notamment, en étaient même à dire bon, je sais que c'est de la propagande, mais bon, ça m'intéresse quand même, et j'ai quand même envie de diffuser. Et j'ai quand même envie d'y adhérer. Comment on fait dans ce contexte-là? Je pense que c'est une grande question pour laquelle nous n'avons pas encore la réponse, mais c'est une question sur laquelle justement c'est là où on aborde la question de la liberté, effectivement, notamment la liberté d'expression. Quelle est la frontière? Doit-on mettre une limite en fait sur cette liberté d'expression? Et c'est toujours pareil, le débat autour de finalement, est-ce que je dirais l'information, le flux d'informations influence la population, ou est-ce que la population qui a déjà un avis, un parti pris, s'oriente vers des sources d'informations qui confortent leur façon de penser, et c'est vrai que c'est toujours ce questionnement qu'il y a, et on l'a vu notamment quand il y a eu les problématiques liées aux réseaux sociaux, par exemple Facebook, au moment de certaines élections américaines notamment, où effectivement on est allé, je dirais, simplement grâce à des algorithmes, cibler des personnes qui étaient a priori identifiées comme étant plutôt partisanes de certaines dynamiques favorables à, par exemple, Donald Trump. Mais est-ce que les démocraties doivent se doter d'outils similaires pour pousser les vraies informations? Ce qui, là, pourrait poser aussi un problème de liberté, mais est-ce qu'elle va en arriver là, la démocratie? Je pense qu'en tout cas, tant que rien n'est fait, effectivement, on laisse la porte ouverte à davantage de problématiques. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu, je dirais, la façon de faire de l'autruche, de dire, bon, on ne veut pas mettre le doigt dessus parce qu'effectivement, ça va créer des problématiques, notamment potentiellement liberticides. Mais tant qu'on n'aborde pas ce sujet et qu'on ne le prend pas à bras-le-corps, effectivement, on continuera à avoir ce genre de problématiques liées à l'information. Donc je pense qu'effectivement, il faut en parler et il faudra à terme prendre des décisions j'allais dire, quitte à ce que ce soit un mal pour un bien, mais de manière à préserver en tout cas l'intégrité de la démocratie. Merci Fabien. Alors vous parliez de l'éducation citoyenne. Alioune Ifrendiae, c'est un de vos sujets, puisque vous avez beaucoup œuvré via la culture dans ce domaine. Quel est votre regard justement sur l'éducation à la démocratie ? Bon, parce que moi, je pense que le capital culturel de chaque individu est essentiel pour conforter son libre arbitre. Et ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est qu'on détruit le capital culturel des gens. C'est-à-dire les gens qui se nourrissent de fake news, ils s'installent dans une culture de complotisme international. Donc, de plus en plus, ils sont attirés par ces informations. Et les réseaux sociaux, c'est ça, comment on dit, l'algorithme, l'algorithme dit cette personne, c'est cette information qui l'intéresse. Il est nourri. Il est nourri par cela. Et il faut qu'on travaille sur cette question parce que c'est essentiel. Le fake news, la place du fake news dans la déconstruction de la société actuelle. Et il faut que les gens soient informés. Et nous, au Mali, on passe par l'éducation à la citoyenneté. Nous utilisons les outils culturels dans ce sens-là, parce qu'au Mali, c'est un pays où, on va dire, 85% ou 90% de la population ne sont pas installés dans la culture de la lecture. Donc, c'est vraiment une société de culture orale. WhatsApp, fake news, est bien tombé pour eux. Et malheureusement, 80 à 85% des informations qui y passent, c'est des fake news. Et c'est comme ça que tout ce dont vous avez parlé, la place, la venue de la Russie, c'est par le fake news. Mais il y a aussi, on va dire, l'arrogance de l'État français qui a quand même provoqué ce qui s'est passé au Mali. Parce que en 6 mois,
En France, il y a des femmes qui donnaient le nom de leur enfant à François Hollande. En 6 mois, comment on peut perdre ce crédit? Il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui n'a pas plu. Et il y a des gens qui regardaient, qui observaient, qui ont appuyé là-dessus, qui ont utilisé le fake news pour pouvoir vraiment entretenir, on va dire, cette frustration amoureuse de la société malienne qui adore la France. Aujourd'hui, vous mettez un passeport, vous mettez un visa russe ou un visa français, il y a 80% qui vont dire visa français. Donc il y a tous ces aspects sur lesquels il va falloir travailler, mais il y a on va dire cette urgence de mettre en place des programmes de construction citoyenne. Je pèse mon mot construction citoyenne, pas d'éducation à la citoyenneté, mais de construction citoyenne qui ramène la société à des informations objectives. Parce que le problème, il est là, c'est l'information, c'est le fake news. Et le fake news, quand ça influence, c'est le piratage de la conscience collective. On peut tout faire avec une société dont la conscience collective est piratée. Merci. Monsieur Lasayas, alors déjà une précision par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est votre ex-mari qui est avec vos 2 enfants. Et une autre précision que je n'avais pas dit, c'est que votre association est basée en France, et c'est depuis la France que vous aidez les femmes afghanes. J'ai une question pour vous sur votre vision aujourd'hui des innovations que l'on peut mettre en place dans les démocraties, que ce soit à l'échelle des institutions ou même de la vie citoyenne, pour justement éviter l'effondrement d'une démocratie dans un pays. Les innovations que l'on peut mettre en place dans les démocraties pour contrer les tentatives d'affaiblissement et le risque d'effondrement. Je pense que c'est très difficile pour expliquer en français, mais quand même, je vais essayer. Il y a beaucoup de... Je veux aller sur la forme de résistance. Par exemple, si on essaie de parler des formes de résistance contre les... Qu'est-ce qu'on peut faire pour supporter les démocraties. Récemment, beaucoup de gens en Afghanistan, même dans les autres pays, ils pensent que la guerre ou les résistances armées, c'est plutôt importante et peut changer le régime totalitaire. Mais je pense qu'il y a les autres formes douces résistantes comme les arts, les littérature, les documentations, même si on peut faire les documentations sur les violences qui passent dans les autres pays et le viol des démocraties, comme ça on peut supporter la démocratie. Je ne sais pas si j'ai compris bien les questions, mais pour moi, les formes de résistance, nouvelles résistances qui peuvent supporter les démocraties, c'est cette forme ou cette manière de créative. Si j'ai pas compris, peut-être tu peux traduire en anglais. Non, en fait, mais comment vous faites pour résister face à des régimes? Par exemple, si vous étiez face à un Russe aujourd'hui qui est en difficulté dans sa démocratie, quelles sont les solutions que vous pensez qui sont possibles? Les solutions pour moi, c'est de raconter les histoires pour notre génération, pour les autres générations, tout ce qui se passe dans les 2 dernières guerres mondiales qu'on avait, et on n'avait pas de démocratie. On a vu combien les gens on a perdu, combien de temps on a perdu, et on a perdu les sources humaines, les sources naturelles, tout ça pour gagner rien. Il n'était que la guerre. Donc, raconter les histoires et encourager les gens d'apprendre l'histoire, c'est plus important aussi. Faire les peuples unis contre les régimes totalitaires, c'est plus important. Sinon, dans les régimes totalitaires, c'est très intéressant qu'ils créent une autre ennemi à l'étranger, à l'extérieur, et ils forcent les gens de penser que cet ennemi, c'est notre ennemi. Ce n'est pas les régimes totalitaires ou autoritaires dans notre pays. Avec les propagandes, avec les ennemis à l'extérieur. Par exemple, en Russie, ils créent les guerres en Ukraine parce que les Russes, ils ne pensent pas maintenant dans ces crises intérieures.
tout ce qu'ils pensent, ils unissent contre un autre pays, un autre ennemi. La même chose en Afghanistan. Tout le temps, les talibans provoquent les gens contre les Occidentaux. Ils disent, OK, les Occidentaux parlent de droits humains. Regarde les Palestiniens, les Gaza. Qu'est-ce qu'ils font à Gaza? Donc, ce n'est pas vrai. S'ils parlent de démocratie, regarde aux États-Unis. Comment ils fassent avec les gens, comment ils font tout maintenant dans les 3-4 derniers jours, comment ils surprisaient les protestants ou les manifestants aux États-Unis. Donc, les régimes totalitaires, ils créent un ennemi à l'extérieur, à l'étranger, et ils provoquent les gens contre cet ennemi parce que comme ça, ils peuvent garder les gens dans l'ignorance. Ils ne peuvent pas surveiller autour d'elles qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ce régime fait, qu'est-ce qu'ils veulent, ce régime de la population et de l'autre génération notamment. Par exemple, aujourd'hui, ils gardent les femmes loin de tout ce qui se passe là-bas. Ils gardent les femmes à la maison et ils provoquent les hommes contre les femmes et créent une autre ennemie pour les hommes notamment. Ils disent, OK, si les femmes travaillent, ils sont contre vous. Si ils vont à l'extérieur, ils sont contre vous. Donc, toujours dans tout ce régime, il crée un autre ennemi à l'extérieur. Même en Iran, il fait la même chose. Le régime islamique, il crée une autre ennemi. Tous les Occidentaux, l'Israël, les États-Unis, c'est contre. Ils donnent cette imagination pour les gens. Ils sont contre nous, contre notre population. Donc, il faut que vous faites la guerre contre cet ennemi, pas avec nous. On est ici pour vous, on est pour votre bien fait, on garde notre valeur, on garde notre islam, notre croire. Donc comme ça, il garde son pouvoir dans les pays. Merci. Jean-Paul Jouary, on a parlé éducation citoyenne, on a parlé résistance. Quel est le rôle des médias et est-ce que les médias peuvent nous aider à sortir de cette situation? Dans l'état où ils se trouvent, les médias... Moi, il y a très longtemps, dans un de mes premiers livres, j'avais sorti un théorème. J'avais dit que l'efficacité d'une propagande est inversement proportionnelle à la quantité de militantisme citoyen qu'il y a autour du récepteur. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, pour utiliser les médias pour aller contre ça, il faudra encore que les médias eux-mêmes soient gérés de façon démocratique. Bon, on ne va pas y revenir sur le débat de tout à l'heure. Donc, ce qui me frappe dans ce que vous avez dit, c'est cet argument des talibans qui dit « Regardez là-bas, ça ne vaut rien ». Et je pense que sur le problème général de la démocratie, ça devient un problème universel. C'est-à-dire que la démocratie, si en France, aux États-Unis, en Italie, etc., si jamais les citoyens sentent tellement qu'ils ne sont pas écoutés, qu'ils en viennent à voter de plus en plus pour des partis antidémocratiques, c'est l'ensemble des pays du monde qui voient l'idée de démocratie s'effondrer. En ce sens, comme tous les habitants de la Terre, nous avons une responsabilité en France. Si on laisse le processus de décomposition de la démocratie française se poursuivre, et ce n'est pas seulement le Rassemblement national, les libertés individuelles, mais aussi tout ce que vous savez. Si jamais le peuple américain ne réagit pas activement, si les Polonais, si les Hongrois, ne réagissent pas, c'est le monde entier qui va pouvoir disserter dans les médias sur la faillite du modèle occidental de démocratie. Et c'est vrai que ce modèle-là mérite d'être caricaturé parce qu'il est caricatural. Quand on voit les quantités de choses qui sont décidées sans aucune consultation, même des députés, qui pourtant déjà ne sont pas élus à la proportionnelle, en plus, mais le peuple, n'en parlons pas. Donc, je pense que nous avons une énorme responsabilité. Et que je trouve bien dans ce genre de sommet, dans Idialogos, c'est que le problème de la démocratie, ça doit être posé au niveau planétaire. Si la France a des coups en retour, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une sorte d'arrogance française qui, malgré son passé colonial notamment,
se targue d'être le modèle universel de démocratie, alors que dans tous les pays du monde, il y a des choses à chercher. Et il y a des principes communs. On ne peut pas dire démocratique parce que même en Corée du Nord, ils disent que c'est une démocratie populaire. C'est pas ça, le truc. Mais il y a un minimum de principes sans lesquels il n'y a pas de démocratie. Mais il faut bien voir ce que chaque pays apporte à l'histoire universelle de la démocratie. Et je pense que c'est de notre responsabilité vis-à-vis du reste de la planète de se battre pour un approfondissement de la démocratie. Je voyais même en Italie, ils ont le droit à faire des référendums. En Suisse, c'est tous les 3 mois. Ne rêvons pas. Mais en Californie, ils ont le droit au référendum. Alors, En Nouvelle-Zélande, ils ont le droit au référendum. Nous, non. Quand on ne réalise pas à quel point nous ne pouvons pas être un modèle pour les autres et encore moins donneur de leçons. Tout ce qu'on peut faire, c'est quand on est persuadé de ça, tout faire pour que la France, ce qu'elle a été à tel ou tel moment, puisse montrer au monde entier qu'elle est capable de, et que l'Europe, si c'est l'Europe, et que l'Allemagne, si c'est l'Allemagne, et que chaque peuple, pour ce qui est de la France, puisqu'on est en France, que devons-nous faire pour être à la fois quelque chose qui puisse, sans donner de leçons aux autres, être un motif d'attraction pour l'idée même et les principes élémentaires de la démocratie. C'est ça. Et donc, on en revient toujours à cette question, non pas qu'est-ce qui serait bien, mais que faisons-nous ? Alors, sur l'aspect de l'information et de lutter contre la désinformation, j'entends que dans votre réponse que les citoyens doivent s'en saisir aussi et trouver les moyens de lutter contre cette désinformation. Sur que faisons-nous au niveau de la démocratie, j'aimerais vous interroger sur un point. Certains penseurs disent peut-être que le député que vous interpelliez à l'instant, au lieu d'être souvent missionné par son parti, eh bien, serait presque un émissaire d'élus locaux, de citoyens qui lui disent quoi voter à l'Assemblée. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller jusque-là dans cette participation du citoyen ? Personnellement, je n'aurais pas la prétention de donner une solution à ce problème aussi compliqué. Ce qui est certain, c'est que ça ne va pas. Que les députés, même avec les meilleures intentions, ne peuvent même pas agir. Même une majorité de députés ne peut plus agir. Qu'on se retrouve avec des élections, parce qu'il y en a qui, à un moment, se sont dit « Tiens, si je dissous l'Assemblée, je suis tranquille, je vais avoir une majorité. » Et on se voit gouverner par des gens qui représentent 8%. C'est-à-dire qu'après le vote, c'est quand même grotesque. Voilà. Donc ce que je pense, c'est que tout passe par l'action de tous les citoyens, la moindre association, le moindre enseignant, parce qu'on a des responsabilités particulières, mais pas seulement. Je vois les infirmières, à plusieurs fois, ont donné un exemple de délibération démocratique à l'ensemble du peuple. Tout le monde y peut quelque chose, individuellement, parce que collectivement et réciproquement. On n'en s'en sortira pas, de toute façon. Alors, malgré mes origines méditerranéennes, je suis d'un optimisme très mesuré sur ce point. N'empêche que la seule question, je reviens là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Merci Jean-Paul Jouary. Alors, j'en profite pour dire que si ce n'est pas fini à 7h30, à mon avis, ce ne sera pas fini. Je serai obligé de m'éclipser. Parce que si, ce sera fini. On va faire un mot de conclusion, puis après on laissera la parole à vous tous pour savoir si vous avez des questions. Et puis après, il y a un moment où là, vous pourrez discuter avec chacun des intervenants juste après la conférence. Alors, un mot de conclusion, peut-être ? Bon, je rappelle quand même que la démocratie, c'est le contrat social. Pour répondre c'est un contrat social. Le contrat social, il est vendu lors d'une élection et une équipe est élue sur la base d'un contrat social. Et il y a 3 principes. Je l'ai appris ici au sommet citoyen de Marseille. La démocratie, c'est 3 principes. Le respect des engagements et des règles, le consentement aux impôts, le libre choix des autorités. Je pense que, bien sûr, cette forme d'organisation est perturbée par la réalité d'aujourd'hui, qui est que le pli idiot, aujourd'hui, peut être un centre du monde. Mais maintenant, cette réalité, qu'est-ce qu'on fait
comment on va gérer cette réalité qui est, on va dire, producteur de fake news qui perturbe fondamentalement l'organisation qui est en place. Il est temps qu'on pense à réinventer le système. Ça, c'est une réalité. Et ça, c'est une réalité des pays développés. Mais chez nous, où on était dans une dynamique démocratique, parce que la démocratie n'était pas installée chez nous, on était dans une dynamique de construction d'un système démocratique qui a été interrompu, avec une société qui est très sous-informée. Ça veut dire qu'on peut tout lui faire faire. Mais nous, la question de gérer cette problématique, elle est différente. Et on y travaille. Nous utilisons pour l'instant les outils d'information, de construction citoyenne. Mais ce qui est important, la question qui est vraiment essentielle, à laquelle on doit apporter une réponse, c'est comment construire un univers symbolique commun mondial. Parce que le problème, il est mondial. La crise, elle est mondiale. Et la problématique, elle est mondiale. C'est ce que je disais. On est dans un monde de tradition numérique et qui rebat toutes les cartes géopolitiques. Et bien sûr, une crise commence toujours par de la violence, mais ça ne doit pas nous empêcher de réfléchir à une solution concrète, objective, en sortant des idéologies, des détails de système démocratique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le problème, il est là, il est posé à nous tous. Pays développés, pays sous-développés, pays sous l'emprise d'ethnie ou de religion. Comment on fait? Parce que la planète, elle appartient à nous tous. Merci. Fabien, un mot de conclusion? Oui, alors je serai bref. Alors d'une part, je pense qu'il est fondamental de revenir aussi à... On parlait d'état de droit, et donc justement au fondement de l'état de droit et au respect du droit. Parce que je pense que justement avec je dirais notamment la désinformation, on assiste aussi à beaucoup de croyances sur le fait de pouvoir finalement contourner les règles de droit, que ce soit du droit d'un État ou du droit international en fait. Et c'est un petit peu, eux finalement ils font pas ça, nous finalement on pourrait peut-être faire autre chose. Et on le voit, on a parlé des États-Unis, c'est vrai que on assiste un petit peu à ça. Mais oui, mais les démocrates ont fait ça, donc nous, on peut se permettre de faire ça. Et on détricote finalement la démocratie finalement, en contournant les règles de droit. Pour conclure, moi, je dirais que je voyais sur l'Institut... Alors, je ne sais pas si c'est une fondation, une institution, mais l'Institut d'MV, qui a publié son rapport annuel il y a quelques semaines, qui disait justement que maintenant, dans le monde, la majorité des gens vivent en autocratie. La démocratie a reculé énormément ces 20 dernières années. Donc, je vous invite à aller voir si vous êtes curieux de voir un petit peu comment ça évolue et où sur le monde. Merci. Mürsel, quelle est votre conclusion? Pour la conclusion, je veux dire quelques mots à vous tous, toutes et tous qui est ici. Comme on est d'accord que la démocratie, c'est un contrat social, donc vous avez choisi votre État partout ici, si vous êtes que française ou dans notre pays. Donc, vous êtes aussi responsable de demander et poser les questions à votre État. Qu'est-ce qu'il fait maintenant partout dans le monde, dans toutes les crises qu'ils ont créées ou ils ont partenaires de création? Vous êtes responsable de poser cette question aussi de votre État dans toutes les guerres qui passent maintenant dans le monde. Donc ça, c'est je pense, la but pour la démocratie, qu'on pose les questions à notre État. Donc c'est ça, mon conclusion. Abdullah Séné, est-ce que vous voulez venir pour donner votre mot de conclusion? Et puis... Merci, merci, monsieur le modérateur. J'imagine que ça va être très difficile de parler de conclusion, mais une petite contribution. Nous sommes aujourd'hui sous l'emprise de beaucoup de questionnements et tout ce qui semblait acquis
semble aujourd'hui très fragile, un peu partout. Il nous faut maintenant essayer de construire quelque chose en essayant de trouver les modalités qui nous permettent de vivre, parce qu'en fait, l'humanité, c'est pour que les personnes vivent ensemble, qu'ils apprennent à vivre ensemble, dans la paix, dans le respect mutuel, dans la solidarité, en respectant des principes de vivre ensemble, inspirés par la justice, mais vraiment une justice juste, des principes aussi d'éthique. Voilà, moi je pense que on a beaucoup parlé de démocratie. Nous, je viens d'un pays qui s'appelle le Sénégal. On a une démocratie qui est réputée solide, mais rien n'est acquis. Périodiquement, nous traversons des périodes de crise et ensuite on en sort, mais quand on en sort, on se dit qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce que nous faisons, c'est qu'on dit on va organiser des concertations encore pour tirer les enseignements de ce que nous avons vécu et essayer de voir comment construire quelque chose qui nous permettra d'éviter de vivre la même chose. Mais nous savons qu'il n'y aura jamais un système parfait. Donc ma conclusion ou ma contribution, c'est de dire essayons de revisiter les valeurs qui nous semblent être les plus universelles et essayons de les adopter dans tout ce que nous faisons et de construire un vivre ensemble qui soit juste. Et que quand on dit quelque chose concernant une affaire, si on voit la même affaire ailleurs, qu'on prenne quand même l'opportunité de dire la même chose. Parce que sinon, en fait, c'est ça qui perturbe un peu nos démocraties. On dit des choses dans un cas pour ensuite dire le contraire dans un cas tout à fait similaire. Tout ça parce qu'on ne respecte pas suffisamment les principes. Donc, essayons de continuer ce genre de débat citoyen. Essayons de voir quelles sont les valeurs autour desquelles nous pouvons construire un vivre ensemble. Et je pense que, voilà, nous allons réinventer une modalité qui sera là pour un temps. Le monde étant très évolutif, on aura peut-être aussi à le faire évoluer au fur et à mesure. Et voilà, merci bien. Merci. Abiba. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Et vous ne savez pas combien j'ai plein de choses à dire. Mais je vais faire très court parce qu'il se fait tard. Nous avons mal à notre démocratie, ça a été dit. Moi, je viens de Tunisie. Le peuple tunisien, un jour, a dit non, il y en a marre. On veut changer le dictateur. Il est sorti dans la rue et on a changé le dictateur. Et il paraît que le monde a suivi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et on a fait confiance à la démocratie. Et on a fait des élections. Et on était contents et heureux. Qu'est-ce qui se passe? 10 années d'obscurantisme. 10 années d'islam politique. Et la démocratie, elle est morte. Et du coup, les Tunisiens, ils commencent à dire, mais la démocratie, c'est pas pour nous. C'est pas qu'on n'est pas fait pour la démocratie, mais cette démocratie n'est pas pour nous. Nous n'avons pas les institutions, nous ne sommes pas formés pour, on n'est pas encore prêts. Laissez-nous faire notre démocratie, notre façon de gérer notre société. Malheureusement, si on ne suit pas le patron, la recette avec les ingrédients qu'il faut, des élections toutes les 5 années, tout ce qu'on a appris, tout ce que j'ai appris à l'école, j'étais contente, j'étais fière, nous sommes devenus un pays démocratique. Baliverne, il n'y a rien du tout de tout cela. Il y a des choses, il y a un modèle qui peut réussir ici et qui peut ne pas réussir de l'autre côté parce que de l'autre côté, on n'est pas tout à fait prêt. Et ça fait que maintenant,
il y a laissez-moi dire le mot, il y a une haine de ce modèle. Et les Tunisiens, maintenant, ils veulent chercher leur voie. Mais est-ce qu'on a le temps? Et on a perdu beaucoup de temps et on est en train de perdre. Là, je suis très en émotion parce que réellement, c'est ce que j'ai vécu, moi. J'ai cru, moi. Nous avons cru réellement, les femmes tunisiennes, et un beau jour, on nous a dit 4 épouses. Et un beau jour, on nous a dit non, c'est pas comme ça, pas trop, faut se couvrir. Et on a dû se battre encore une fois parce qu'on a fait confiance à la démocratie. On n'a rien fait de mal. Et malheureusement, là, on est en train de reconstruire avec beaucoup de peine, avec beaucoup de dégâts. Le dégât, il est là. C'est ça l'expérience que ces pays qu'on a voulu démocratiser à votre façon, sans écoute de leur niveau, de qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce que nous avons, nous, même pas d'une cour constitutionnelle pour dire celui-là, les élections, elles sont correctes ou elles ne le sont pas, il n'y a pas, mais quand même il faut. Et il y a des équipes qui viennent de l'Union africaine, de l'Union européenne, et ils regardent comment ça se passe, et ils vont faire un rapport, et c'est fantastique. Les élections tunisiennes sont excellentes, tout ce que vous voulez. Ils répondent aux critères, mais des critères qui ne disent rien du tout. Excusez-moi, voilà ce que je voulais dire, mais Merci. je reste toujours démocrate. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, Sofiane? Je peux vous... Merci. Rebonsoir. D'abord, ça fonctionne? Ouais. Bonsoir tout le monde, par rapport à tout à l'heure. Donc déjà, je voulais tous vous féliciter parce que ce que j'ai entendu là, c'était bien. Et c'est tellement vrai. Et quand je vois, pardon, si je fais une faute de prononciation, Mursal, faire et dire, et vous tous et toutes, de toute façon, parler de démocratie. Vous avez raison, Habiba. Là, oui, vous avez raison, vraiment. Parce que mon père disait un truc, trop de démocratie tue la démocratie. Aujourd'hui, en France, on nous a enlevé le droit de gronder nos enfants. On a dit aux professeurs, arrêtez de gronder les élèves, laissez-les faire ce qu'ils veulent. On a dit, on peut casser, il ne faut pas punir. On peut tuer, on va éduquer. On peut insulter, c'est pas grave. Mais en fait, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. On parle de démocratie, c'est une catastrophe. Parce que la démocratie est là pour donner la parole, pour le vivre ensemble. Et depuis qu'on parle de démocratie sans arrêt, dans les débats, sur les réseaux, quand l'information est juste et bonne, pas quand elle est transformée, eh bien, à force, on voit qu'on en a abusé et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de démocratie. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est le respect. La démocratie, c'est le civisme. La démocratie, c'est ne pas forcer une femme comme Marsal ou Habiba à quitter un pays ou à lui faire croire que c'est très bien de se couvrir la tête et d'avoir un mari avec 5 femmes et 10 gosses et de se marier à 9 ans en Afghanistan. Maintenant, la loi est passée, on a le droit de se marier à 9 ans en Afghanistan. Si ça ne s'appelle pas de la pédophilie, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait. Je ne sais pas. Donc, sous prétexte de... Donc, la démocratie, c'est un très joli mot. Mais tant qu'on n'aura pas la définition, tant qu'en France, on ne prendra pas les outils nécessaires, tant qu'on ne réajustera pas les mots, les médias, l'information, et puis aussi la sanction, on n'y arrivera pas. Merci pour cette réaction. D'autres réactions? Oui. Je profite d'avoir le micro. Oui, allez-y. Donc oui, Jérôme Posa, donc magistrat et président de l'association Amour de la Justice. Donc bravo pour vos interventions. Moi, je voudrais m'adresser à M. Jouari parce que je sais que vous devez peut-être partir, mais votre propos m'a intéressé. Moi, si je suis là ce soir, c'est parce que je crois en ce qui est porté par Aurélie et Stéphane,
qui font un travail admirable. Et vous avez parlé tout à l'heure que le sursaut qu'on peut avoir pour sauver la démocratie, c'est la citoyenneté active. Et voilà, moi ce soir, je suis là pour ça. Simplement, je me dis que quand je vois la salle, on devrait être 3 fois plus. Donc ça me pose un premier problème que je voudrais vous soumettre. Dans cette citoyenneté active, il y a quand même la notion d'individualisme, qui est un petit peu consubstantielle à notre société libérale, qui fait que comment on construit cette citoyenneté active et comment on arrive à rassembler du monde. Le travail que fait Idéal Citoyen, que porte Stéphane, que porte Aurélie depuis des années, avec toutes les petites mains qui sont là. On prend sur nos familles, sur le temps de famille, on prend sur le temps de travail, on prend sur tout, on sacrifie de la vie privée. Et on se dit, quand on voit autour de soi, pourquoi on n'est pas plus à faire ça? Donc, premier problème, l'individualisme. Et le deuxième problème, ça va un petit peu dans le sens de ce que vient de dire Katia. J'écoutais l'autre fois un podcast très intéressant sur France Culture, sur Simone Veil, la philosophe, qui a parlé de justice dans l'idéal de démocratie. Et elle disait qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, effectivement, on a fait la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais ce qui manquait cruellement au monde aujourd'hui, et ça rejoint ce que vous disiez, Monsieur Ndiaye, tout à l'heure, c'est un univers commun et une Déclaration universelle des obligations. Avec tous les peuples, dans quelles obligations on se retrouve et qu'est-ce qu'on s'oblige les uns envers les autres avant, effectivement, ou en même temps que de penser nos droits individuels. Donc je voulais que vous réagissiez sur notion d'individualisme et notion d'obligation. Théoriquement, quand un droit est juste, il inclut des obligations et des sanctions. Sinon, il n'y a plus de droit. Quant à savoir pourquoi on n'est pas plus nombreux, je pourrais dire aussi c'est formidable qu'on soit tous là. Parce que là, il n'y a pas de baguette magique. Hein. Ça, j'ai toute une vie militante ancienne depuis l'âge de 18 ans. J'ai toujours fait ce que j'ai pu, bien, mal, je ne sais pas, avec d'autres qui faisaient bien, mal. Le principal, c'est de se poser toujours la même question. Je suis désolé de me répéter. Qu'est-ce qu'on fait? Et ce qu'on fait, ça ne correspond pas à nos rêves. Mais on fait. Et moi, je pense à la camarade Sayas qui est là. Elle résiste alors qu'elle est loin de l'Afghanistan et que l'Afghanistan, c'est un peu pire que la France quand même. Hein. Alors si elle peut faire des choses et qu'elle continue de croire à ce qu'elle fait, nous, notre seul problème, c'est de faire des choses et de croire à ce qu'on fait. Et on sera peut-être 2 fois plus la fois suivante. Ce qui est sûr, c'est que si on se désole du fait de ne pas être nombreux, on sera moins la fois suivante. Là, j'avais une question ici. Pardon, là. Pardon. J'aime bien votre question de que faisons-nous, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font eux? Parce que moi, je veux bien qu'on fasse des choses. Mais après, si la Ve République, elle est construite pour le président. Donc moi, je peux faire ce que je veux. Le président, il fera ce qu'il veut. Donc moi, j'entends qu'on a tous une responsabilité, mais je pense qu'il y en a certains qui ont des responsabilités qui sont plus grandes et qui ont des pouvoirs plus grands. Et quand j'entends que nous, on bouge, aujourd'hui, avec mon asso, j'ai sensibilisé plus de 5000 jeunes autour de la citoyenneté. Mais je ne pense pas que ça soit ça qui va faire que la Constitution va changer. Et donc aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir, et donc l'élite de notre nation, parce qu'il y a une certaine bourgeoisie qui a le pouvoir aujourd'hui, c'est à eux. Qu'est-ce que vous faites? Et est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous venez nous regarder? Est-ce que vous venez nous écouter? Est-ce que vous prenez en compte? Est-ce que quand on fait une convention citoyenne, on prend les conclusions qui sont faites, au lieu d'en refaire une nouvelle, pour en fait, ni la méthode ni les finalités vont être au rendez-vous. C'est là où vous nous secouez, et moi j'aime ça, et je fais que ça, secouer les gens autour de moi. Et je suis d'accord avec vous. Il faut continuer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui de se remettre en cause et de dire, en fait, ouais, j'ai fait des choses mal, et c'est à eux aussi de se secouer. Ouais, voilà. Pour compléter ce message-là. Qui leur a donné le pouvoir? C'est l'ensemble des citoyens. Je pense qu'il y a un double aussi, parce qu'on parlait de fake news ici et là. Quand on fait des élections, je pense qu'on subit aussi le système qui existe. Et donc, ce n'est pas une responsabilité que de moi. C'est-à-dire, si CNews fait toute la journée, ce n'est pas moi qui le finance, c'est Bolloré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, il y a un système qui fait que nous, on peut bouger dans tous les sens. Voilà. Pour faire le lien entre votre question et votre réponse, j'ai envie de poser une question concrète, Jean-Paul. J'ai envie de vous poser une question concrète.
Parce que finalement, vous avez peut-être tous les deux raison. Et est-ce qu'à un moment donné, parce qu'on arrive encore à se battre pour des droits dans ce pays, on a réussi encore récemment, on arrive encore à le faire. Est-ce qu'à un moment donné, un des combats, ce ne serait pas, par exemple, que chaque citoyen ait, de manière rémunérée, l'obligation de consacrer une journée par mois, je ne sais pas, à la démocratie. Et ça peut être un combat qui peut se gagner, par exemple. Sans qu'il y ait forcément... Je pense que beaucoup de ceux qui sont effectivement au pouvoir ne voudront pas que les citoyens aient les moyens d'exercer leur citoyenneté. Ça, c'est un cercle vicieux, de toute façon. Hein. Mais d'ailleurs, avoir le pouvoir, je pense qu'ils ont le pouvoir parce qu'on leur donne, on leur laisse. Moi, ça fait 40 ans que je me bats pour une 6e République. Je n'ai pas attendu que le mot d'ordre... Hein, j'ai écrit un livre déjà il y a 40 ans là-dessus. Ben, quand je dis qu'est-ce qu'on fait, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait des représentants, si c'est le système, puis pas des représentants, en tout cas qui n'ont pas le pouvoir, qui ait la responsabilité de gouverner. Sur un bateau, celui qui tient la gouverne, c'est-à-dire le gouvernail, c'est pas lui qui décide le lieu où on va. Voilà. Ben, ça, c'est une affaire... Plus les citoyens seront actifs, dialogueront entre eux, se mobiliseront sous toutes les formes qu'ils inventeront, et moins ils n'auront le pouvoir. Allez-y, monsieur. Oui, pardon. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parce qu'il y a... Non, mais dans les... Oui. Deux, trois réflexions. La première, c'est que pour parler de démocratie, il faut que les élites, dont on fait partie, soient humbles. Il faut partir l'humilité par rapport à nos concitoyens et aller à l'écoute. Je le disais tout à l'heure, moi je suis dans une commune, j'ai été élu pas mal de fois. Les 13 millions pour prendre la France, mais on pourrait prendre tous les pays. 13 millions qui votent pour le Rassemblement national et pour Éric Ciotti. Sont-ils des imbéciles? Sont-ils des fascistes? Non. C'est des gens qui se posent des questions. J'en connais beaucoup, donc il faut dialoguer. D'abord, il faut les respecter. Il faut respecter nos concitoyens, dialoguer, donc avoir beaucoup d'humilité. Arrêter d'être des donneurs de leçons. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, dialoguer. Et moi, je suis... si l'on regarde tout ce qui se passe dans les territoires, notre ami de Marseille, il y a énormément de choses qui se passent à Marseille. Dans nos territoires ruraux, il y a des associations, il y a du dynamisme. Donc, je ne suis pas, moi, dans une logique de dire tout est foutu. C'est loin d'être simple. Je crois qu'on est dans une crise profonde et que de toute crise, un moment ou un autre, va sortir, alors peut-être de manière difficile, sortira une solution. Mais c'est vrai au plan mondial. Donc, le respect, l'écoute, le dialogue. Et avec, je ne sais pas, pour ceux qui le soient, avec Pierre Calam, pour ceux qui le connaissent, nous sommes un certain nombre à avoir, en septembre-octobre, lancé l'idée d'états généraux citoyens dans ce pays. On est un certain nombre de l'avoir signé. Peut-être vous l'avez signé aussi. Et donc, mais moi, il y a quelques parlementaires qui l'ont fait. États généraux citoyens, ça veut dire dans les territoires, au plus proche des citoyens. Il ne s'agit pas de dire on va faire la révolution nationale, etc. Tout ça, ça ne marchera pas. Mais au plus près des citoyens, dans la commune, dans le territoire, créer des initiatives, discuter, monter des projets. Il y a tout ça qui existe dans les territoires. Et donc c'est de là, et Abdoulaye, on a beaucoup travaillé sur les questions des territoires, sur l'approche territoriale du développement, mais c'est vrai dans tous les pays. Et donc à partir de là, où nos concitoyens se sentiront respectés et responsables dans la co-construction, c'est assez facile dans une commune d'associer un certain nombre de... Je ne dis pas que c'est facile, enfin, je dis c'est facile, parce qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui, on peut les appeler, ne viennent pas. Mais à partir du moment où ils vont se sentir responsables, eh bien, il y aura un changement de mentalité. Vient d'être édité, alors là on est en France, des grands, on a ouvert les cahiers de doléances. Pourquoi en France il y a cette crise? D'abord, 2005, sur le traité constitutionnel, les gens votent contre et on se fiche complètement de leur vote. La crise a commencé là.
les cahiers de doléances avec les gilets jaunes, la moitié des communes rurales en France, il y a eu des cahiers de doléances. Qu'est-ce qu'on en a fait? Moi, je pense qu'au niveau de notre réseau, il faut reprendre les cahiers de doléances, les remettre en avant et dire aux citoyens, leur dire, on prend en compte ce que vous avez écrit. Et c'est extrêmement très, très positif. À partir de là, si une partie de nos concitoyens se sentent respectés, il n'y a pas de raison qu'on n'avance pas. Mais je pense qu'on va avancer. Puis au plan mondial, parce qu'on a parlé du Mali, je crois que vous avez raison de le dire, 80%, nous on a notre département une coopération avec le cercle de Niafunké, on a toujours des liens, même si c'est un peu plus difficile, mais tout ça va reprendre. Mais il ne faut pas le territoire mettre sur le même niveau l'État national, avec des élus dont un certain nombre sont corrompus ou tout ce que l'on veut, et sur les élus locaux, les responsables d'associations, les syndicalistes. On a tous les ingrédients, et moi je partage ce que dit Jean-Paul, on a tous les ingrédients pour faire bouger la situation, en rassemblant, parce qu'il y a énormément, sur la démocratie, il y a tout un tas de réseaux, etc. Il faut mettre en lien, c'est ce qu'on essaie de faire avec Abiba, Abdoulaye et d'autres, avec le réseau Idialogos, avec Jean-Paul, etc. Merci. Merci pour cette intervention. Nous touchons à la fin. Un tout dernier mot très rapide parce je répète, la démocratie, c'est un contrat social. Et moi, quand je viens ici, je vous envie. J'ai envie de venir m'installer ici. Parce que vous arrivez à vous exprimer, vous arrivez à penser à des choses. Ben, nous, on n'a rien de tout ça. On ne peut pas s'exprimer. On est obligé. Mais bon, vous avez le droit de vous indigner, mais vous avez la possibilité de faire bouger les lignes. Aidez-nous à partir de là à faire bouger les lignes positivement, que nous puissions nous inspirer de ça et aussi à bouger à notre niveau. Pensons à l'univers symbolique mondial. Pensons global. Merci. Merci beaucoup. La conférence donc touche à sa fin. Pour conclure sur une petite note humoristique et une autre un peu d'espoir, je parle souvent géopolitique avec mon fils de 8 ans et récemment il me dit « Papa, j'ai l'impression que Trump et Poutine ne savent pas bien gérer leurs émotions. » Voilà, donc ça c'était pour la petite note sur l'éducation. Je pense que c'est une vérité intéressante. Et l'autre chose, quand il voit des choses qui évoluent difficilement dans la société, j'aime lui dire que Poutine, récemment on l'a vu en Afghanistan, ils ont mis 10-20 ans pour installer l'ombre dans leur pays. Et j'aime prendre cette image, vous prenez une salle comme celle-ci, là vous voulez mettre de l'ombre, ça prend énormément de temps parce qu'il y a la lumière, elle passe partout. Donc imaginez une bâtisse avec plein de fenêtres, mettre de l'ombre dans cette bâtisse, c'est très compliqué. En revanche, mettre de la lumière dans une pièce complètement noire, il suffit de taper dans le mur et la lumière rentre. Voilà. Merci à tous.